La Poche Bleue, une présentation de La Cage Chez Vous et d'AutoHebdo.net. Salut Pat! Hey! Salut Pat! Max, en forme? Top shape, on est content de t'avoir ce soir. C'est un honneur pour nous. C'est le fun, les boys. Merci de m'avoir invité. Hey Pat, t'as l'air en forme en tabarouette, là. Tu prévois-tu un retour au jeu bientôt? Ouais, écoute, là, durant le COVID, j'ai eu le temps comment je peux dire ça, me mettre en forme, là. Écoute, on voyage moins, hein. Moi, je ne suis pas dans les avions autant que j'étais, fait que... Parce que pour les gens qui le savent... Il faut que je pratique ma shot un peu, là. Il faut que tu pratiques ta shot, mais en tout cas, tu avais quelque chose de pas pire, Pat, parce que tes saisons, tes deux dans le junior majeur, 86, 83 points, c'est quand même pas mauvais là, pour un gars qui n'avait pas de shot. Je pense que là-dessus, il y a plusieurs personnes qui ne savaient pas que tu es un joueur talentueux dans le rang junior majeur. Je jouais avec Luc Robitaille, fait que ça allait bien. C'était pas mal facile. C'était facile de ramasser des points avec Luc et Guy Rouleau. Je sais pas, vous autres, vous êtes pas mal trop jeunes là, pour ça. Moi, je me rappelle de Guy. C'est-tu lui qui joue pour les Roadrunners? Ouais. Ça, c'était un esprit de joueur de hockey. Là. Je pense qu'il y avait 92 buts en 60 games dans le junior. Guy était vraiment effrayant comme joueur. Là. Wow. Fait que tu as mis une couple de fois sur la palette, c'est ça que tu essaie de comprendre. Hey Pat, moi j'ai une question parce que tu sais, c'est facile là, dans le monde de dire c'est le meilleur agent au monde ou un meilleur joueur de hockey et tout ça, mais moi je veux savoir qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête le jour que tu as dit j'ai fini de jouer au hockey. Est-ce que tu savais que tu allais être agent ou c'est arrivé par hasard ou c'est une coïncidence ou qu'est-ce qui s'est passé? C'est une bonne question, Max. Écoute, jamais je pensais devenir un agent. C'était jamais dans mon but. Tu sais, je veux dire, je voulais devenir professionnel. Tu sais, je voulais jouer dans la Ligue nationale, comme tout jeune Québécois, surtout quand tu joues junior majeur et tout. Mais là, quand j'ai pris la décision d'aller jouer au hockey, je me souviens, j'étais au camp du Canadien, j'étais à Sherbrooke. Pat Burns était le coach dans ce temps-là, puis j'étais allé le rencontrer, Pat, puis j'ai dit, écoute, j'arrête de jouer au hockey. J'ai pris une décision de déménager en Californie. En Californie, qu'est-ce que tu vas faire là? Et j'ai dit, écoute, mon grand chum Luc, naturellement, on joue ensemble sur la même ligne. Puis Luc, il me parle souvent. Puis m'invite à déménager en Californie. J'ai passé un peu de temps déjà avec lui là-bas. Puis je pense pas jouer dans la Ligue nationale. De toute façon, je le sentais. Tu sais, à un moment donné, tu le sens là, que j'ai joué un an en Europe avant ça, là, mais je voyais, j'ai senti que c'était le temps. Puis à ce moment-là, on m'a dit, jamais que je pensais devenir un agent. Je pensais plutôt faire de la business. Par exemple, en Californie, parce que j'étais venu ici, j'avais bien aimé ce que j'avais vu. Tu sais, j'ai vu comme des opportunités. Surtout la première année de Luc, qui était recrue de l'année dans la Ligue nationale, il y a beaucoup de gens qui étaient alentour de lui, des business people, tu sais, dans le real estate, dans le financial world, dans tout ça. Tu sais, fait que j'ai vu des opportunités à ce niveau-là, mais jamais. Ça a cliqué comme agent, ça a pris peut-être 2-3 ans. Un coup que j'étais à Los Angeles, je peux compter l'histoire après, là, mais c'était à peu près ça. Tu sais, j'avais pas ça comme but. Non. Justement, ça m'intéresse que tu racontes. Vous avez déménagé là-bas avec Luc. Il y a une histoire de lavoto puis de tout ça. Ouais. Traîne là-dedans. Puis... C'est ça. C'est ça. Luc était venu ici un an. Pendant que moi, j'étais parti en Europe, j'ai joué en Hollande une année. Lou Vero, c'était mon coach. Tout ça. Puis quand je suis venu, j'étais venu visiter Luc à la fin de sa première année dans la Ligue nationale, lorsqu'il était recrue de l'année. J'ai passé 6 semaines avec lui. Il y avait Steve Duchesne aussi qui était ici. Steve, c'est un teammate avec moi qui ont joué ensemble à Drummondville avant de s'en aller ici. Puis là, quand je suis allé, justement, j'ai pris ma décision. C'était en octobre, le 15 octobre 87. L'année que tu étais né, Guillaume. Puis à ce moment-là, c'est là que j'ai pris la décision d'en aller ici. Puis là, écoute, j'ai commencé, j'enseignais le hockey, je donnais des leçons de hockey. La fameuse histoire du car wash, c'est que j'avais rencontré un chum, un gars qui jouait au hockey. Son nom, c'est Gene Smith. Il venait de Calgary, justement, lui aussi, puis il jouait au hockey, c'est pour le fun. Puis il y avait 2 petits car wash. Puis il m'a offert un job de travailler avec lui parce que j'avais pas de green card, j'avais pas rien. J'avais même mon éducation était limitée. Je parlais en anglais comme une poche bleue. puis c'était pas mal difficile. Fait que j'ai pris un job, puis j'ai commencé avec ça. J'ai fait ça peut-être pendant 6 mois, 1 an. Honnêtement, les boys, à 5 piastres de l'heure, 5-6 piastres de l'heure cash on the side. Pendant que j'enseignais du hockey un petit peu aussi, je donnais des leçons.
Là, quand Wayne Gretzky est échangé ici en 88, là, le youth hockey, là, le hockey en général, ça a vraiment boomé. C'est là que ça a commencé avec les jeunes, puis même les adultes. Là, j'ai donné encore plus de cliniques, j'étais impliqué plus avec tout ça. Puis là, je faisais un petit peu d'argent en faisant ça. Puis c'est là qu'on s'est lancé dans le business des arénas aussi, là, parce qu'il n'y a pas d'aréna. Les arénas ici, l'aréna de pratique des Kings, c'était à Culver City, ça faisait dur au bout. Puis c'est là qu'on s'est lancé là-dedans. Tu allais voir des gars d'affaires, puis là, que tu es impliqué avec moi. Puis on a réussi à bâtir un complexe de pratique parce que les Kings ont signé un long-term lease. Là, puis écoute, après ça, j'ai pataugé dans tellement d'affaires que, écoute, on peut en parler longtemps. Mais c'est comme tu parles de Vas-y, OK, vas-y. Max, c'est bon. Non, vas-y, Guillaume. Justement, tu parles de Luc puis de plein d'affaires que vous vous êtes lancés. On écoute l'extrait, puis j'ai une question après. On part une business, nous autres, puis on a besoin de conseils mode. Là, il reste encore une coupe de chandail Robbie Lou? Ah! Il reste pas de chandail, mais j'ai vu une photo l'autre jour quand mon père est décédé l'année dernière et puis je regardais, j'étais dans des bois puis j'ai vu ça, je suis parti à l'arrêt, j'ai appelé Pat Brisson. Je me souviens-tu de ça? Ouais, c'est ça, j'ai parlé à Pat, il dit « Ouais, tu demanderas à Luke s'il reste une coupe de chandail de Robbie Luke. » Non, c'est tout vendu, c'est sold out. Ma question là-dessus, c'est, vous êtes partis, vous avez une relation à partir du junior. Quand il est tombé dans le management des Kings, puis toi, tu es agent de joueur, est-ce que la relation a changé? Non, écoute, c'est sûr que Luc, lorsqu'il a arrêté de jouer au hockey, puis il est rentré sur le côté management, si tu veux, il a eu beaucoup à apprendre tout de suite, parce que tu savais, comme lorsque la carrière se termine, tu sais, toujours, vous autres, vous avez commencé à jouer au hockey jeune, on commence jeune, puis après, c'est la seule chose que tu connais, si tu veux, tu joues au hockey, arriver à l'heure, tu t'entraîner pour ton camp d'entraînement, puis tout ça. Puis Luc, je pense que lorsqu'en 2006-2007 s'est retiré, ça a pris un bon 3 ans avant de vraiment s'habituer. Je dois dire que Tim Lewicki, il a donné pas mal de crédit, puis il a donné beaucoup de cordes pour le laisser apprendre le business. Sûr qu'il a tellement il y a beaucoup d'entre-gens, puis une belle personnalité avec les gens, ils l'ont laissé aller avec les sponsors, tout ça, tu sais, donner la main, tu sais, comme dire Kiss Baby, il allait dans les suites, puis il rencontrait des gens, tout ça, puis souvent on se parlait de ça, moi, puis là, tu sais, je veux dire, il me demandait des questions à ce niveau-là, tu sais, comment non seulement la transition que j'ai eue, moi, comme joueur, quand j'étais plus jeune, mais ce que j'ai vécu avec d'autres joueurs qui sont retirés avant Luc, tu sais, des joueurs que j'ai observés là, dans leur transition, tout ça. Fait qu'on a eu pas mal de discussions à ce niveau-là, mais notre relation a toujours été très forte. C'est sûr qu'à ce temps, on s'ostine. Là, il dit souvent, il dit, tu comprends pas, là, tu comprends pas. Hein. Si jamais tu travailles pour une équipe, tu vas comprendre. Puis là, on s'ostine. À chaque fois qu'il y a une nouvelle convention collective, comme en 2012, ou ben non, justement, là, le retour au jeu, là, cet été, là, il y avait un peu de friction souvent entre la Ligue et l'association, puis les négociations. Dans ce temps-là, on s'ostine souvent. Ou ben non, lors des free agents, puis là, ils ne veulent pas payer. Puis là, on est prêt, mais on s'amuse avec ça aussi. Mais c'est sûr qu'ils me disent tout le temps, tu ne comprends pas notre côté. Puis moi, personnellement, je dis la même affaire. Je dis, tu te souviens pas quand tu étais un joueur? You know, a short memory, buddy. You know, t'es là parce que t'as été joueur, fait que tu faut respecter les joueurs, jamais oublier. Tu sais, j'ai dit tout le temps, oublie pas où est-ce que tu deviens. On a souvent des discussions à ce niveau-là. Comment tu gères ça, justement, Pat? D'une certaine façon, tu es pris entre le joueur, l'organisation, l'ami. Quand tu t'assis dans ton bureau, c'est quoi ta façon de penser? Mon mindset, c'est toujours de protéger le joueur. Tu sais, je veux dire, le joueur, ma job, c'est de protéger mon joueur. Puis des fois, c'est de protéger le joueur contre lui-même. Parce que le joueur, des fois, il ne sait pas aussi. Fait que mon expérience, il fait quand même 30 ans que je fais ça. Puis c'est sûr que ma priorité, c'est le joueur, de maximiser, c'est sûr, sa carrière. Tu sais, financière, autant que décision en dehors de la glace, autant que sur la glace, puis les décisions aussi des équipes qui vont jouer pour, tout ça, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup à naviguer à travers tout ça. Puis ça, c'est la première option. C'est sûr que faut que tu apprennes, un bon négociateur, il faut qu'il comprenne les deux côtés de la médaille. Parce que, il faut que tu comprennes, si je m'assois avec Luc Robitaille ou Rob Blake, qui est un de mes clients, dans le temps, ou Mac Bergevin, ou,
c'est important que je me mette dans leur peau aussi, qu'est-ce qui est important pour eux, puis que je comprenne qu'est-ce qu'ils recherchent. Puis au bout de la ligne, par exemple, mon but tout le temps, c'est de maximiser notre film, puis notre division, puis maximiser, si tu veux, la carrière du joueur. Tu sais, puis c'est sûr que l'expérience qui est acquise au feu des années, c'est sûr que c'est ça qui fait une grosse différence. Il y a bien des choses que j'ai apprises, là, 10, 15 ans, que j'apprends encore, que j'ai pris des décisions à certains moments donnés que peut-être qu'aujourd'hui, je prendrais différemment. Tu sais, je veux dire, je dis souvent ça en anglais, tu sais, I learned the do's and the don'ts, hein, over the years. Puis je pense que c'est comme ça que tu peux continuer à naviguer et à manager ta business. Mais comme agent, il faut que tu sois complètement, c'est-à-dire, ta priorité, c'est tes clients. Sans ça, tu n'es pas dans le bon business. Tu sais. Mais comment on fait quand on fait le premier call, là, mettons, à justement, peu importe qui, là, à Caroline, puis tu veux négocier pour Maxime Lapierre, puis vous arrivez, puis vous êtes way off, là. Tu sais, vous n'êtes pas à la même place, vous n'avez pas la même évaluation. Faut-tu que tu dises à ton joueur, il faut falloir que tu baisses tes attentes ou comment on gère ça? Bien, ça dépend. Mettons qu'on a une attente de temps, puis nous, le joueur s'attend à quelque chose, puis nous, on a des bonnes discussions avec le joueur, puis on est d'accord avec nos attentes, puis l'équipe ne sont pas là, sont très loin, mais là, c'est à notre job aussi d'expliquer à l'équipe, puis de fighter notre point, puis de dire, écoutez, là, vous êtes off, puis vous n'êtes pas vous n'allez pas dans la bonne direction, ça ne fonctionnera pas. Mais ça dépend du levier que tu as aussi. Hein? Des fois, tu as plus de levier que d'autres fois. Des fois, tu as moins de levier. Puis là, à un moment donné, si tu arrives, il y a un point de no return, ça dépend aussi de la situation que tu es. Des fois, c'est que tu peux demander un échange, mais tu ne fais jamais ça sans comme on dit, le consentement du joueur, parce que des fois, ça peut affecter la carrière du joueur. Ce n'est pas tout le monde qui peut dire, ben là, on va échanger le joueur, puis là, on peut choisir 10 ou 12 options. Il faut que tu regardes, chaque cas est différent, puis les attentes, il faut que tu sois franc avec ton joueur. Puis souvent, les joueurs, souvent même les équipes peuvent être off là, complètement, puis c'est à nous d'expliquer notre dossier. Puis souvent, les équipes vont dire, écoute, je comprends, tu as raison, le joueur, il vaut 1,5 million, mais nous autres, on est juste prêt à payer 1,2 à cause de ça. Fait que c'est sûr que tu as des débats, des fois, mais il faut toujours que tu travailles avec l'idée de bâtir une relation qui est importante aussi, mais aussi, je pense que le point de levier, à un moment donné, il peut tourner de ton bord. Des fois, tu as moins de levier. Vous connaissez ça, les deux, vous savez comment ça fonctionne. Tu sais, quand tu sors du entry level, tu as beaucoup de moins de levier que si il te reste un an sur ton contrat avant de devenir agent libre. Tu sais, puis là, tu parles de levier. Puis, tu sais, ça me fait penser à, mettons, cette année, là, avec la situation, le COVID, puis tout, le levier, comment tu expliques ça, tu sais, à un vétéran que peut-être cette année, le budget, c'est pas la même affaire. Est-ce que les joueurs comprennent, tu sais, on s'entend, là, les joueurs de hockey, on est tous pareils. On pense toujours qu'on a notre valeur, puis on n'analyse pas toujours le marché, puis tout ça, tu sais, on veut ce qu'on mérite. Cette année, tu expliques ça comment aux clients, puis... Cette année, écoute, avec tout ce qui se passe, il faut que tu mettes le client. Souvent, certains clients comprennent là, assez bien. Je pense qu'au début de COVID, beaucoup de clients ne comprenaient pas. Tu sais, ils vont dire, OK, on est dû, c'est ça qu'on est supposé de faire, puis on nous doit ça, puis on nous doit ci, on nous doit ça. Par contre, je pense que tout le monde s'est aperçu assez rapidement, rendu au mois de juin, juillet, que ça n'affectait pas non seulement que les joueurs de hockey, mais là, quand tu vois que ton voisin vient de perdre sa job, tu vois que le gars que lui faisait, je sais pas, le gars qui il travaille dans les concessions à l'Arena, là, qui faisait peut-être, je sais pas, 45 000 par année, là, lui, il a perdu sa job, puis que l'autre, là, essaie de sensibiliser, de comprendre qu'il faut. Je pense que c'est un peu notre job aussi, notre responsabilité en tant que gens plus expérimentés dans la vie de tous les jours, d'expliquer ça aussi aux joueurs. Mais je pense qu'au début, tout le monde était plutôt ça va prendre 2 semaines, 3 semaines, puis on devrait. Mais rendu après 2-3 mois, là, je pense que tout le monde, incluant les joueurs, c'était plus facile à expliquer la situation mondiale parce qu'on le vivait tout avec tous les shutdowns et tout. Mais là, pour le return to play qui se produit en ce moment, je pense que les joueurs, puis nous, on s'attendait quand même aux 20% d'escrow, le cap qu'on parlait, puis on parle du deferred. Là, je sais qu'il y a des pourparlers en ce moment. J'ai hâte de voir ce qui va se passer. Mais écoute, encore une fois, il faut
faut pas être émotionnel, il faut regarder le bigger picture, parce qu'il faut regarder ce qui se passe alentour de notre propre sport. Parce que je pense que les deux, vous avez vécu des conventions collectives. Je pense qu'en 2012, les deux, vous avez vécu. C'est pas pareil, ça, c'est juste le hockey, un exemple. T'sais. Mais là, on regarde tout ce qui. Ça a un domino effect dans tout ce qu'on fait. Fait que faut être sensible à la situation, mais il faut être aussi vigilant et être sûr que. Oui, en ce moment, on est poussé dans cette situation-là. C'est pas une décision. Mondialement, tu sais. C'est... Pour les gens qui écoutent, dans le fond, la Ligue nationale a fait un offre. La Ligue nationale, les joueurs avaient signé 10 % de deferred money. Ça veut dire on va donner les payes de 10 % de votre salaire dans les 2, 3, 4 prochaines années. Là, la Ligue demande un 13 % d'extra pour les joueurs. Donc, on tomberait à 23 % à part de l'escrow qui est à 20 % capé. Juste pour les gens qui n'étaient pas au courant. Mais c'est quoi pour un agent de joueur ou dans les négociations en ce moment, c'est quoi l'impact d'un gars? Tu sais, on dit Pat Brisson, agent influent. C'est quoi l'impact? Est-ce que Don Fear t'appelle? Est-ce que c'est juste les joueurs? Est-ce que les GM t'appellent? Comment ça fonctionne dans ce au feu des années, Guillaume, écoute, Max, écoute, tu bâtis des relations. Tu sais, on parle de relations avec Luc, on parle de Rob Blake, on parle de certains noms, mais tu viens que tu connais. Tu sais, j'appelle tous les GM à travers la Ligue. Je sais que je vais avoir un retour d'appel. Si ce n'est pas dans tous les 3 heures, ça va être la journée même. J'ai des relations avec Don Fear, c'est sûr qu'on se parle régulièrement, surtout dans des situations comme qu'est-ce qui se passe en ce moment, tout ça. Matthew Schneider qui est impliqué avec le PA. Aussi plusieurs présidents de la Ligue, des team presidents et des propriétaires. Fait que, tu sais, tu viens qu'eux te demandent ton opinion, puis toi, tu leur donnes ton opinion, puis c'est là que tu deviens, que tu sais que ta voix elle a quand même un peu plus de poids, si tu veux, au fil des années, puis tu agis. Je pense que tes relations sont importantes, tu sais, si tu agis de la bonne façon, puis tu bâtis une bonne, comment je te disais ça? Une confiance avec tout le monde. Il y a une confiance, puis tu as aussi une bonne réputation. Avec ces gens-là m'ont appelé. Si tu as des propriétaires, j'ai des propriétaires qui vont m'appeler, même la Ligue, c'est Bill Daly, puis il peut me dire qu'est-ce que tu vraiment t'en penses de telle chose. On a vécu ça déjà. Tu vois que l'expérience, c'est un peu ça qui se passe. Puis là, comme tu dis, tu navigate through this. Là, des fois, quand tu reçois l'appel de Bill Daly, excuse-moi, j'ai une question qui me vient. Est-ce qu'à un certain point, vu que tu deviens un peu le porte-parole des joueurs, mais en même temps, tu es comme entre les deux. Là, est-ce que tu prends toujours, même dans cette situation-là, qu'on est en ce moment, pandémie, le bord des joueurs, où tu te dis, c'est une situation mondiale, il faut que je sois capable d'être in the middle, tu sais? Jamais dans le milieu. Écoute, tu trouves ton chapeau de joueur, faut que tu protèges l'association des joueurs et les joueurs, mais par contre, ton devoir, c'est d'être capable d'expliquer aussi au Bill Daly, les présidents, ta vision. Il faut que tu vendes ton côté aussi. C'est là que ces gens-là, quand ils te trustent, ils veulent avoir ton opinion. C'est là que tu dois agir d'une façon où est-ce que tu t'expliques de la meilleure façon possible qu'est-ce que les joueurs devraient avoir, qu'est-ce qu'ils devraient rechercher, puis qu'est-ce qu'ils méritent à travers tout ça. Tu sais, parce que ces gens-là, lorsqu'ils t'appellent, c'est parce qu'ils veulent un feedback, ils veulent avoir un son de cloche, ils veulent aussi déposer des idées, puis tu sais, pour voir qu'est-ce que toi tu t'en penses, puis qu'est-ce que tu vas faire avec ça, puis tu vas aller voir. Tu vas prendre cette information-là, puis tu vas aller au pied avec, parce que c'est un small network aussi, là, les gens qui se connaissent et qui agissent, mais encore une fois, c'est une question de réputation, je pense, puis quand tu es, j'ai rien contre les vendeurs de tapis, là, c'est une expression, quand tu es un vendeur, tu veux dire, si tu essaies tout le temps de vendre ton tapis là, tu veux dire, si tu essaies de vendre un GM, un joueur de 3e ligne, puis tu dis c'est un first liner, puis à un moment donné, le GM ne t'écoutera plus. C'est la même affaire que le team president. Tu sais, comme on dit, il faut que tu bâtisses ta crédibilité. Tu es un gars crédible, mais un gars crédible, c'est un gars personne qui est capable d'expliquer son opinion. And you got to stand behind it. Il faut que tu sois ferme, puis t'expliques. Il ne faut pas t'aies peur d'expliquer ta vision, puis que tu sois capable de vendre ta vision aussi, qu'est-ce qui est mieux pour ton entreprise. Comme nous, dans le côté, c'est notre firme, mais aussi l'association des joueurs, puis les joueurs. Pat, du côté joueur, je l'ai vécu, puis Guillaume aussi, d'une certaine façon.
On parle souvent du 1er juillet. Tu sais, je l'ai vécu de deux façons différentes. J'ai été excité, j'ai été signé par Saint-Louis, j'avais plusieurs offres sur la table. Puis on dirait que c'est une journée tellement le fun. Tu te rends compte à quel point les équipes t'aiment. Puis là, finalement, tu as un beau contrat où tu veux aller. J'ai aussi vécu l'opposé. Tu t'attends à avoir un appel, tu es sûr et certain que tu vas avoir un gros deal, mais le téléphone ne sonne pas. Puis là, tu es avec ta famille, tu te penses que tu vas célébrer. Je m'imaginais mettre ma casquette de où je vais signer, mais ça n'arrive pas. Du côté de l'agent, comment tu vis ça avec un gars quand tu n'es pas capable de trouver un contrat? C'est tough. On va te dire, tu sais, je dirais que la plupart des agents, tous les agents là, que je connais ou les gars, tu sais, comme ils se sentent pour le client, tu sais. Quand tu as un client qui n'est pas heureux, quand tu as un client qui n'est pas en demande, ou quand le 1er juillet ou le 2 juillet, tu es au téléphone, puis là, la pire place pour un agent, pour un joueur aussi, mais l'agent, c'est quand ton joueur ne sera pas signé le 3 juillet, le 2, le 3, puis le 4, là tu commences à te chasser. Là. Tu comprends? C'est tough parce que tu penses aux joueurs, tu penses à sa famille, surtout quand, tu sais, ça fait longtemps que tu travailles avec, puis tu sais comment il se sent, puis tout ça, puis là, tu pousses pour ton client, puis quand tu es dans une position que là, tu appelles les GM, le GM, OK, ouais, tu sais, c'est toi qui es chase, là. C'est pas le fun, c'est tough, puis là, tu sens la pression, tu le sens, puis j'ai passé souvent, non seulement 2-3 jours, là, mais des étés de temps, là, entre le 1er juillet jusqu'au 1er septembre, où est-ce que j'ai pas de fun à dormir, là. Tu sais, tu te couches le soir, là, et tu penses à ton client, même s'il fait 1 million par année ou 750 puis il n'y a pas de job, là, un bon agent, ça lui fait de quoi, puis c'est tough. Puis tu te sens pas bien, tu sais. J'ai fait des deals des fois, là. J'en ai fait un deal dernièrement. À qui j'ai dit ça l'autre fois à quelqu'un? Justement, quand Galchenyuk a signé à Ottawa pour 1,50 million, quelque chose de même, j'étais tellement fier pour lui, là. J'ai travaillé fort, il a travaillé fort, je sais qu'Alex a travaillé fort cet été, je sais qu'il s'est entraîné, puis je sais que écoute, il a 25 ans, puis il est quand même, il n'a pas à la fin de sa carrière, puis tu sais, je sais qu'il cares, comme on dit, puis j'ai parlé à tellement d'équipes, quand j'ai signé ce contrat-là d'1 an à 1 million, là, c'est pareil comme, je pense que je l'ai dit publiquement, je venais de signer un contrat de 25 millions. J'étais tellement fier pour lui parce que là, il pouvait, là, tu sais, puis je l'ai vécu souvent, ça, mais c'est ce que tu ressens comme agent quand you care, tu comprends? Ouais, tu crois en tes joueurs. C'est sûr. Ça fait mal de voir un joueur qui cherche un job puis qui n'est pas signé. C'est tough. C'est tough. Ouais. Mais est-ce que justement, après 30 ans dans le milieu, tu sais, c'est tough, c'est des émotions. Est-ce que ça t'est déjà venu ou passé par l'esprit un jour de dire je saute la clôture puis je vais de l'autre bord? Alors, c'est sûr que comme toute carrière, tu sais, des fois, tu te dis, des fois, tu as des journées, là, tu dis, hey, là, tu sais, c'est sûr. Si ça ne te passe pas par la tête, tu n'es pas normal. De dire, là, enough of this, là, tu sais. Là, mais, écoute, ça m'a passé par l'idée, oui, parce que, tu analyses tout le temps des options. Qu'est-ce que ça serait si je faisais ci, ça, mais il y a des gars qui ont eu du succès aussi, là, des Mike Gillis de ce monde-là, ils ont eu des belles carrières. Pierre Lacroix qui était agent. Puis il y a bien des agents qui ont quand même eu des carrières. C'est sûr que c'est des choses, c'est sûr que tu te le demandes des fois, puis tu te poses la question. Mais par contre, je suis encore bien passionné, tu comprends? J'aime ce que je fais, j'ai une bonne équipe. J'ai encore la drive, tu comprends-tu, de pousser les joueurs, même recruter, là. Je recrute un kid de 2005. 2005, c'était 15 ans. Là. Puis là, tu sais, quand un kid, c'est un bon stud, un kid qu'on pense qu'il va jouer, tout ça, t'es encore aussi fier que j'étais là. C'est ça qui est le fun. Parce que je n'étais pas excité. Là, la passion, c'est bien important. Fait que j'ai encore ça. C'est sûr. Quel impact ça a d'avoir tu sais, quand tu as fait la transition là, de Mike Barnett à Pat Brisson? Quel impact ça a justement quand tu vas recruter un 2005 puis tu as Sidney Crosby dans tes rangs puis tu as des gars comme eux autres dans ta présentation? Mais tu sais, il faut que tu fasses attention. C'est une bonne question, Guillaume, parce que tu sais, les gens m'ont dit souvent il y a Crosby, il y a Kane, il y a Taves, ces gars-là, tu sais, Pat Brisson, il n'aura pas le temps de s'occuper des jeunes puis tout ça. Puis c'est drôle, hein?
je passe plus de temps, je dois dire, je passe plus de temps à manager des situations critiques chez des jeunes sur le développement, des jeunes qui sont dans la Ligue américaine qu'on essaie de pousser pour les faire échanger, pour les faire, les mettre dans des situations pour réussir. J'ai un staff de 22 personnes, puis je pense que vous comprenez bien, tu t'en souviens de toute façon, Guillaume, quand tu es venu au camp à Los Angeles dans le temps, ça fait longtemps, on avait des camps de développement. Là, on n'a pas juste un camp de développement par année, on a plusieurs. On a du développement. J'ai Maxime Talbot, j'ai Jim Hughes qui est en charge. J'ai 5-6 personnes juste sur le développement. Donc, il faut que I oversee that aussi, puis qu'on continue à s'adapter et devenir meilleur dans ce qu'on fait. Donc, je passe plus de temps à faire tout ça que m'occuper. C'est sûr que Sydney, écoute, des joueurs comme ça, mais tu sais, je veux dire, je passe plus de temps avec souvent les joueurs qui sont plus en besoin, naturellement, que les super justement, joueurs. comment ça se passe une négociation avec un gars comme Crosby? Tu sais, pour moi, j'ai l'impression que l'équipe appelle et dit c'est intéressant. Non, mais c'est intéressant. Les négociations de Sidney, ça n'a pas été facile parce que, si on se rappelle, en 2011, quand il était blessé, il y a eu sa commotion. Tu comprends? Puis là, en 2012, quand il est revenu, il avait manqué beaucoup de temps. Puis, il n'était pas assurable à cause de sa commotion. Hein? Puis là, tu as un contrat qui est à échéance. Il reste 1 an. Puis, je te dis, là, les boys, ça n'a pas été, comme on dit, un walk in the park. Là, parce que si on parle de 100 millions, il avait signé 104 millions. C'était pas garanti. C'est garanti par les propriétaires. Donc, c'est Ron Burko et Mario Lemieux. Mais ça joue du coude. Ça n'a pas été juste, là, throw a number on the wall. Là. Ça a été... je laisserai Sidney en parler un jour. Mais ça n'a pas été si facile que ça. Tu as des situations plus faciles dans certains instants. Mais là, ce qui arrive, c'est qu'il faut que tu regardes aussi le puzzle de l'équipe. Là, tu regardes, là, le cap, il ne montera pas. Fait que tu as des situations où est-ce que le joueur il est heureux. Il peut avoir plus. Vous le savez, vous en avez entendu parler des fois. Le gars peut aller chercher un 18 du cap, mais s'il pogne 15 du cap, il laisse un 3 il y a tout ça à naviguer à travers tout ça, mais non, il y a écoute, j'ai des négociations qui sont beaucoup plus faciles dans des gars qui ont moins de leverage, puis des fois, avec du leverage, des fois, c'est le puzzle qui est important aussi. Là. Puis ça, justement, Pat, on parle d'un gars comme Sidney Crosby, mais à l'inverse, sans enlever rien à personne, quand tu arrives avec un client qui est sur un try-out, un essai professionnel, comment ça fonctionne? Mettons, le gars, il commence le camp, ça va super bien, les négociations de ce côté-là. Tu vois que l'équipe aime le joueur, mais en même temps, il n'y a pas vraiment de pouvoir parce qu'il est sur un essai. J'essaie de faire, c'est un essai, ce que j'essaie de faire, c'est avant que le joueur aille à l'essai, j'essaie d'avoir un agreement, un understanding. Tu sais, mettons, j'envoie le gars sur un essai, puis je dis au GM, OK, s'il fait l'équipe, là, on s'entend, là, mettons, on s'entend, son salaire va être à 1,2 million. Tu sais, on a un ballpark. Pour pas qu'on arrive puis que on a un agreement là, en place. Puis j'essaie de demander si le camp d'entraînement, mettons, commence, je sais pas moi, le 12 septembre normalement, puis j'essaie d'avoir une réponse par le 25. Mettons, je dis après 4 parties d'exhibition, j'aimerais ça qu'on les évalue, puis on a déjà une entente dans le tiroir, comme on dit, pour pas qu'on commence là fait qu'on c'est assez. J'ai appelé encore une fois, je m'étais fait pincer, là, j'étais peut-être moins prêt, là, puis là, je m'attendais à d'autres choses, puis le joueur allait bien, puis là, fait qu'à ce temps, c'est le moment que je fais les try-outs, tu comprends? OK, ouais, c'est intéressant, ça, je ne savais pas. Est-ce que tu trouves envisageable un retour au jeu 1er janvier? Je te dirais que jusqu'à hier ou aujourd'hui, je m'attendais que oui, parce qu'on avait des cédules des scénarios qui s'échangeaient entre l'Association des joueurs et la Ligue nationale, avec un camp qui commençait peut-être le 15 décembre. On parle d'un camp de 14 jours. Là, les joueurs, peut-être 12 à 14 jours, non assez. Là. Parce que si on veut jouer 56 games max, parce qu'ils veulent finir avant le 15 juillet à cause des Olympiques. Fait que, tu sais, je m'attends, oui, mais là, je pense qu'il faut ça. Tout à l'heure, Guillaume, je pense que tu parlais du 13 defer. Je ne suis pas certain que c'est le 13 J'ai su que Elliot Friedman, il
il envoyait ça. Je ne suis pas certain que ça a été 13 %. Je pense qu'il y a d'autres choses que l'association regarde en ce moment. La Ligue aussi. Je ne suis pas certain là, des détails, mais on va le savoir dans les 5 prochains jours. S'il y a un départ le 1er janvier, comme on dit, je suis cautiously optimistique que oui, parce que si on attend plus, on va avoir une saison de 40 games, ça n'a pas de bon sens aussi. Là. Non, c'est ça. Puis à quel point, Pat, on parle des gros deals, des gros contrats, la Ligue nationale, mais quand tu prends un gars, un jeune joueur de hockey, je veux savoir du côté agent, à quel point c'est difficile. Ben, pas difficile, mais il y a quand même un scénario où tu dois négocier, dealer, expliquer aux parents aussi. Tu sais, souvent, on s'entend, les parents, c'est une question d'émotion. Tu protèges toujours ton enfant. Là. On le sait tous, on a tous des enfants, mais à quel point c'est difficile de se... Pas difficile, mais à quel point tu as du travail à faire, expliquer aux joueurs, aux parents. C'est deux opinions différentes. Le joueur est en train... L'opinion du coach, de ses parents. Tu sais, ça doit être mélangeant pareil à un moment donné. Guillaume, il le vit aussi, mais déjà 3, là, c'est pas simple. Là. Ça, je voulais dire, mon père était intense quand je jouais. Il était correct. Il était correct. On a une bonne relation. Ton ballon. Mais non, ça, on avait des bonnes discussions, puis c'était correct. Tu sais, puis je pense que, écoute, c'est un bon point. Je pense que, moi aussi, je suis père. J'ai 2 gars qui jouent au hockey. Je pense que j'ai appris à regarder les jeunes, puis les parents, comme on est émotionnel. Hein? C'est normal, c'est nos enfants. Puis je pense depuis 10 ans, c'est pire qu'avant. Parce que là, quand le petit Johnny il n'est pas heureux à 8 ans, là, le père rentre là, puis il move dans un autre programme. Puis là, s'il n'est pas heureux là, il move. Fait que là, ça move tout le temps. Puis là, le jeune, il apprend l'adversité, il ne connaît pas ça. Hein? Souvent, c'est... Il quitte. C'est là qu'est le gros problème, je pense, dans la société d'aujourd'hui. Puis nous autres, en coach, je suis quand même assez heureux d'avoir été capable de passer à travers le hockey mineur en ayant 2 fils qui jouent au hockey parce que je l'ai vécu comme père, comme parent, comme coach. J'ai été capable d'apprendre beaucoup à ce niveau-là. Puis d'être capable aussi d'expliquer aux parents. Tu sais, je veux dire, je comprends le parent plus que je le comprenais avant d'avoir des enfants. Surtout, comme père de joueur de hockey, je comprends le parent plus. Fait que j'ai pas de crainte à être clair et expliquer aux parents. Tu sais, des fois, là, je dis pas, tu sais, tasse-toi, t'as pas d'affaire là, mais j'essaie d'éduquer le parent. Là, tu es tellement émotionnel que tu vois rien, tu vois pas ce qui se passe, puis là, tu fais mal à ton jeune. Puis, je pense que je peux parler en cause, parce que quand même, j'ai 2 gars, mon plus vieux, il s'est fait empêcher quand même. Je l'ai vécu de même. Fait que, tu sais, les parents vont dire, écoute, ils pensent qu'ils savent de quoi qu'ils parlent. Puis c'est sûr que tu as des parents qui sont polis avec moi en général, il n'y a pas de problème, mais tu vois, des fois, comme on dit l'expression, they can't see the forest from the tree, they can't help themselves. Ils peuvent pas ils sont tellement émotionnels. Puis le rôle de l'agent, c'est d'être franc avec les parents, puis être capable d'être ferme, être capable d'expliquer, là, tu fais mal à ton jeune, là. Faut que tu le laisses passer à travers cette période-là. C'est un marathon, c'est pas un sprint, là. Non, c'est ça. Puis on a beaucoup à jouer dans tout ça. Puis les jeunes sont tellement, ils s'attendent à tout avoir tout de suite, hein. Donne-moi-les, puis je vais te montrer. D'accord. Ils veulent savoir pourquoi tu veux que je fasse ça. Il faut que tu leur expliques tout, tu sais, avant que nous autres, lorsqu'on jouait dans le temps, mais écoute, I'm telling you what to do, puis tu le fais, tu sais, si tu le fais pas, ben... Puis là, on parle d'émotion, t'as tout vécu, t'as tout vu, t'as représenté... C'est toi l'agent de ton gars. Des grands joueurs, puis là, c'est ça, t'arrives, puis c'est le repêchage de ton garçon dans la Ligue nationale de hockey. Es-tu son agent? Hey, c'est comique parce que cette année, ça avait été à Montréal cette année, là, dans l'amphithéâtre, là, avec les autres joueurs qu'on représente, en plus de mon jeune. C'est vrai. Je me demande comment j'aurais vécu tout ça, là, tu sais, faire ma job, être père, avoir toutes les distractions. Ben là, cette année, quand même, on était juste ensemble, la famille, c'était quand même pas pire d'un sens. J'avais pas... Tu sais, je veux dire, parce qu'on pense tout le temps aux jeunes qui n'ont pas été draftés encore, là, tu sais, fait que... Écoute, c'est sûr que c'était émotionnel, là, c'était quand même un beau moment, mais à Montréal, je ne sais pas comment j'aurais vécu ça. C'est vrai, hein? Comment ça se passe, cette discussion, Pat? C'était un des rares cas, là, le GM t'appelle pour savoir de l'info sur ton fils. Ben, je pense que j'ai eu des discussions un peu avec Vegas à ce niveau-là. Tu sais, j'ai été clair aussi. Je dis, écoute, je suis le père. Tu sais, c'est sûr que je veux rester le père. Je veux pas nuire à sa carrière. De toute façon, en temps et lieu, on parlera de contrat. Il n'est pas là encore. Là, puis j'ai tout expliqué ça à Brandon. Il faut que tu
continuer à évoluer. C'est step by step, comme on dit. Puis en temps et lieu, on va franchir l'étape business, si tu veux. Fait que, donc, je sais terre à terre là-dessus. Je suis capable de, tu sais, je comprends le process, puis j'essaie d'être... on verra ça en temps et lieu. C'est sûr qu'il a grandi dans le business. Il a quand même... Il sait un peu comment que ça fonctionne, mais on me demande ça souvent. Tu sais, c'est qui l'agent? Fait que... Est-ce que justement le fait qu'il soit un gars de première, il est sorti en première ronde pour Vegas, est-ce que ça devient plus facile comme négociation pour le père, l'agent, le fait qu'en première ronde, normalement, c'est plus, tu sais, tu vas donner quasiment le top du max qu'on peut donner dans le CBA? Ouais, c'est de plus en plus, écoute, ben, la première, deuxième, troisième ronde, je pense que les contrats sont pas mal tous pareils. C'est sûr que ça ne prend pas un magicien pour négocier un contrat d'entry level, comme on dit. Là. Le jeune qui soit drafté première ronde, non, 46e ou 78, si l'équipe est prête à signer le joueur, normalement, ça ne devrait pas prendre plus que une coupe d'appel des deux côtés. La plupart des équipes, c'est pas mal tout pareil. Le deal de entry level, comme on dit, est assez facile à négocier. J'ai jamais eu bien de difficultés. Tu sais, en général, avant, c'était plus difficile parce qu'il fallait négocier. Il y avait des bonnets. Il y avait certains bonnets dans l'ancienne convention collective qui étaient plus compliqués. Là. Mais je dirais à cette heure, c'est que ça se fait assez bien. Tu sais, c'est assez facile. Puis on parle de hockey, justement, avec ton garçon à Las Vegas, un nouveau marché, puis tout ça, ça fonctionne. On a parlé tantôt de Wayne Gretzky qui arrive à Los Angeles, le hockey en Californie, tu es là depuis longtemps. Je veux que tu me compares l'impact de Wayne Gretzky qui arrive avec les Kings ou les Ducks d'Anaheim qui gagnent la Coupe Stanley, dans le marché de hockey californien. Hey, les gars, quand je suis arrivé ici, là, je te le dis, là, ça faisait dur. Le hockey mineur faisait dur. Il y avait un aréna. Il était tellement en arrière, là, ça n'avait pas de bon sens. Puis quand Gretzky est arrivé, ça a fait un changement. Tous les gens d'Hollywood, je me souviens, commençaient à venir au game. Ils ont changé les couleurs des chandails. C'était plein. Là, ça a fait un boom écœurant. Puis là, 2 ans plus tard, je pense que c'est là qu'Anaheim est arrivé. Les Ducks, le film, le Mighty Ducks. Ouais. Il y a eu comme le timing pour moi d'arriver en Californie en 87, on dirait que c'était destiné. Là. Je suis arrivé peut-être 10 ans avant, peut-être que je n'aurais pas resté. Je suis arrivé, puis là, ça a fait un boom. Là. Les arénas se sont mis en construction. Les hockey mineurs ont commencé à grossir. Même jouer au hockey dans les ligues d'adultes, c'était effrayant. Gretzky, l'impact qu'il a fait, ça a été écœurant. Puis c'est sûr, les gars comme Luc aussi, tout ça, mais Gretzky, quand il est tellement en Californie, ça a fait tout un boom. Puis écoute, je me souviens de la game, moi, en 91, je pense que les Kings avaient joué contre les Rangers. J'étais là, outdoor game à Las Vegas, bientôt au Caesars Palace. Ça fait longtemps, ça, les boys. Puis j'étais allé jamais, je pensais qu'il devait y avoir une équipe à Vegas dans ce temps-là, tu sais. Puis même quand on parlait de Vegas, il y a 4-5 ans, je ne m'attendais pas à ce que Vegas soit une place. Puis là, les joueurs adorent Vegas. Ils ont une belle place à Summerlin. Ils ont monté une belle franchise. Puis bien des joueurs là, ceux qui sont agents libres, ça, mets Vegas dans ma liste. Hein? Ah ouais, hein? Jamais je m'attendais à ça. Tu sais, il y a 5 ans. Là, non, parce que comme ancien joueur, on se dit tout, Guillaume, on en parlait, là, tu te dis tout de suite, je vais aller à Vegas. Tu dois avoir des demandes en tabarouette des joueurs. Là. Vegas, c'est devenu une place destinée pour plusieurs raisons. L'équipe, les taxes, la température, puis plusieurs facteurs. Fait que non, c'est une belle histoire à date, c'est sûr. C'est un gros débat de société, je pense, au Québec, Pat. Justement, tu dis les taxes. Quel apport ou quel rapport ça a pour un joueur quand il est free agent, les taxes à Montréal, à 52 ou en Alberta ou en Floride? C'est de plus en plus, c'est quelque chose qui rentre en ligne de jeu. Là. Tu sais, la décision, là, non seulement, on parle au Québec, en Ontario, mais je pense qu'aux États-Unis, même en Californie, c'est assez élevé. Là, on est dans le 52% tax bracket, là, les joueurs, parce que tu as les state tax, les taxes d'État sont à 13%, plus les taxes fédérales sont à 37%. Donc, c'est des bonnes questions, surtout quand tu as un joueur qui va signer un contrat, là, on parle de 30-40 millions et plus, là, tu commences à regarder ça, là, différence de 15%, parce que vous le savez comme joueur, hein,
tu fais 1 million de salaire, tu as l'escrow, tu as les taxes, tu as ci, tu as ça. 1 million, on parle d'un escrow de 15% de moyenne, il te reste 8,50. Mm-hmm. Là, tu as les frais d'agent. Après ça, tu as les taxes. Mettons taxes, 50%. Fait que, il reste 30% à peu près du salaire. C'est parce que les gens souvent oublient de calculer que c'est, admettons, 10 ans de carrière, par exemple. Tu sais, c'est ton salaire pour combien d'années? Tu sais, de 20 à 50 ans. Tu sais. Tu divises après avec les taxes, l'escroc. On n'est pas à plaindre, là, on va s'entendre. Je vais être clair. On a la plus belle vie au monde. Mais si tu prends un gars de 4e trio qui fait 750 000 pendant 10 ans, puis tu le divises sur 50 ans, parce qu'on va s'entendre, souvent, des joueurs après leur carrière, ils n'ont rien d'autre. Ouais. C'est pour ça que les gars se battent pour les petits détails, puis les impôts, puis un petit peu plus de salaire, puis un petit peu moins d'agents, puis moins d'escrocs. Quand on voit la bagarre dans les médias, c'est exactement pour ces gars-là. Là. Ben, j'explique ça aux gens souvent, parce que les gens ne comprennent pas. Il a signé 15 millions. C'est sûr qu'il y a c'est beaucoup d'argent. Mais là, l'escroc, puis c'est ça, il te reste, comme tu dis, là... Je montre l'exemple souvent. C'est sûr que c'est beaucoup d'argent. On est d'accord. Mais comme tu dis, il faut que tu étales ça en 40 ans ou 30 ans, souvent là, après carrière. Alors que la personne qui rentre sur le marché du travail à 22 ans, 23 ans, puis a une bonne éducation. Ça t'es-tu déjà arrivé, Pat, de dire, gars, là, c'est pas compliqué, là, j'ai la Floride puis j'ai Montréal. Faut que tu me donnes 1 800 000 de plus pour égaler ce que je perds en taxes? Oui. Je suis avec les équipes puis les équipes incluant pas juste Montréal, là, les équipes canadiennes, puis les équipes dans des marchés comme New York puis Los Angeles, en Californie, là, on a des discussions là-dessus. Là, vous disiez, mettons, j'ai un choix, il peut aller à Nashville, il peut aller en Californie, mais à Nashville ou Montréal, on parle de beaucoup plus de taxes. Puis, écoute, mais ils ont le même cap, le Montréal ont le même cap que Nashville, là. C'est pour ça que ça a été un débat qui a été, je pense que les pays ont déjà, ils ont regardé ça déjà, parce que les équipes, pour les gens qui m'ont dit que les équipes qui sont dans les États qui n'ont pas de taxes, qui n'ont pas d'avantages, ils en ont des avantages. Ils en ont, hein? Puis juste... Tampa Bay, ils ont un avantage, la Floride, le Texas, Edmonton. Mais justement, Pat, pourquoi qu'une équipe comme les Panthers de la Floride ne sont pas capables de se craquer des équipes à chaque année? C'est à la plage, il fait chaud, les taxes sont... comme joueur, je me dis toujours... Moi, en tout cas, je me dis, le Canadien, ça a toujours été ma priorité, là, mais mettons que je ne viens pas de Montréal et que je ne suis pas un Québécois, je regarde la situation, je suis un des meilleurs joueurs de la Ligue nationale, je regarde à la Floride et je dis, je vais aller en Floride, là, on s'entend. Là. Mais je pense qu'on regarde pour qu'est-ce qui est de consistency. Là. Tu sais, je pense que la Floride, ils ont eu plusieurs propriétaires, ils ont eu plusieurs... Tu sais, on regarde Tampa Bay, ils ont eu Vanek qui est arrivé là, il a établi des normes, puis il a été constant. Steve Yzerman, Julien Brisebois, ils ont fait une bonne job. Il y a eu un propriétaire quand même qui s'est investi, puis qui a bâti quelque chose. Il a été patient, parce qu'au début, je pense que Tampa, ça n'allait pas aussi bien. Il y a eu des hauts, des bas. En Floride, c'est ce qu'ils ont besoin. Puis, je ne sais pas que Viola qui est là, ils ont un Bill Zero qui est rentré là. Je pense qu'il faut que les gens soient patients, mais il faut le propriétaire, il faut qu'il soit constant. Je pense que Tampa sont dans un bon milieu. On parle souvent que la Floride, ils ne sont pas dans où est-ce qu'il est leur building, c'est comme un peu comme Phoenix, ils sont un petit peu en dehors de la ville, tout ça. Mais je pense que les propriétaires ont beaucoup à faire dans tout ça, d'être constants, puis bâtir. Parce que c'est vrai, écoute, Max, les joueurs aiment aller jouer en Floride, parce que what's not to like, hein, la température, tout ça, puis aussi le nom de state tax, là, c'est beaucoup. Là. Ouais. Ah non, c'est vraiment... Puis c'est drôle parce que c'est des conversations, puis il me semble que c'est quand même assez simple. Là. Les taxes sont pas... Est-ce que tu penses qu'un jour, ça va venir que tout le monde va être sur le même salary cap avec le taux d'imposition? Ils en ont parlé à l'association des joueurs dans les négociations. Je pense que... wishful thinking, j'aimerais bien ça, mais ça va être bien difficile d'avoir la même parité, bien difficile qu'on mette ça au même pied. Là. Je ne vois pas le jour où est-ce que... Puis c'est pour ça que tu sais, quand même, comme disait Max, jouer pour le Canadien Montréal, c'est spécial aussi. Il y a plusieurs joueurs qui
Écoute, comme on dit, les 6 équipes originales, on parle, là, il y a un cachet joué. Tu sais, je parlais à Ilya Kovalchuk, justement, qu'on travaille avec, puis Kovalchuk a joué à Atlanta, Jersey, puis il a joué à Los Angeles. Quand il était joué à Montréal, là, pas longtemps, là, je me souviens, on se parlait, il disait, écoute, il dit, jouer à Montréal, là, c'était effrayant, il dit, je sens que j'ai pas à mettre du gaz à ma tank, il dit, les fans me font flyer sur la glace. Il n'y avait jamais un gars qui n'a jamais joué dans des marchés là, comme Montréal. Lui, vraiment, il était impacté par ça et il capotait là-dessus. Tu sais, je pense que faut t'apprécier aussi ce côté-là de jouer dans des marchés comme Montréal. Tu sais. Alors, je suis 100% d'accord. Puis, on va passer. On a 2 petites questions, la petite vite qu'on appelle, là, qu'on veut te poser. S'il y a bien un gars qui est à peu près tout le monde sur la planète d'accessible, c'est bien Pat Brisson avec CAA qui gère le monde d'Hollywood, puis le football, le basket, à peu près tout. Ça serait quoi ton foursome de rêve, Pat, pour aller jouer une petite game de golf? Écoute, c'est sûr, j'aimerais ça avec Tiger Woods, là. Ça, c'est sûr, côté golf. Je suis un fan de Bono de YouTube, c'est sûr. Okay. Comme musicien, j'aimerais ça passer 5 heures avec lui, là, puis il serait un de mes invités préférés. Il y a plusieurs autres musiciens que j'aimerais avoir d'ailleurs, tout ça. Je pense que un gars comme Bill Gates, peut-être, j'aimerais savoir côté business, là, son père, parce que le game de golf, tu apprends à connaître les personnes qui jouent avec. Tu sais, LeBron James, c'est sûr que côté sport aussi, là, c'est des gens. Puis là, si on met une actrice là-dedans, mais Margot Robbie, là, je pense qu'elle c'est le fun de discuter avec. On est rendu avec un mini-tournoi, là. Okay, bon, ben là, on va partir le tournoi de golf, Pat Brisson. On va s'occuper de ça, Pat. Inquiète pas. On va booker le monde. Seule l'affaire, c'est que ceux que tu as demandé, ils ne seront pas là. On va écouter Margot en premier. Ben, la deuxième, Pat, demande d'autographe que quelqu'un t'a demandé ou que tu as demandé d'une personnalité qui fait comme voyons donc que ce gars-là s'intéresse à moi ou voyons donc que je le rencontre. Une demande d'autographe que moi, que toi. Ben, je te donne un exemple, un moment qu'une célébrité comme Jacques Villeneuve nous a raconté que Sylvester Stallone, après une course, il a demandé de signer sa combinaison, mais il a pissé dedans, fait qu'il était comme mal, mais il l'a signé pareil, puis il l'a donné. Écoute, je passe une célébrité. La seule affaire, des fois, les gens me prenaient pour Luc. Des fois, je ne sais pas pourquoi, parce que j'étais souvent avec, ou je parlais, j'avais un accent avec lui. Hey Luke, good game last night, tout ça. Là, j'étais là, I'm not Luke. Tu sais, je suis pas Luke, là, tu sais, mais le moment signé, oh non, you're not, tu sais, puis il croyait pas, tu sais, écoute, je sais pas pourquoi, peut-être qu'on agit de la même façon, ben non, je sais pas. C'est sûr qu'une fois, tu as dit que tellement ça au début, là, dans sa carrière, là. Okay. Ben non. Guillaume vient de le dire, Pat. C'est sûr qu'une fois, tu as dit que tu étais Luc. Oh, ben c'est ça. Après, à 2 heures du matin, des fois, j'avais pas le choix. La potion magique de Luc, je l'ai utilisée, il faut le dire. Le monde sont super contents, Pat, sur le chat. Honnêtement, merci d'avoir pris, Chris. Ça fait 45 minutes qu'on te parle. J'apprécie. Les boys, pour les gens, là, pour expliquer un peu, Pat, c'était mon agent toute ma carrière, mais même aujourd'hui ou même quand je suis allé en Suisse, t'écris un texte à Pat, puis dans la journée ou même en dedans de 2 heures, t'as une réponse. Puis pour le podcast, ça a été tout de suite plaisir, les boys, je suis là. Je pense que c'est ce qui fait ta réputation, Pat. Il est là pour les boys. Ouais. Il est là pour les boys. Merci beaucoup, Pat. Merci, boys. Puis vous faites une bonne job. Écoute, je vous suis des fois à distance. Puis j'aime vraiment ce que vous faites. C'est le fun. Vous avez plusieurs bons sujets. Puis vous êtes ouverts. Vous êtes élaborés. En tout cas, je suis un big fan. Continuez. Puis écoute, j'ai pas assez la poche bleue. J'ai hâte d'avoir une bière. Mais on t'en envoie, Pat. J'ai pas eu le choix, j'ai pas eu l'occasion de... Attends, on va t'envoyer la bouteille de gin que... je peux te faire le truc ici, là. C'est capable de faire le tour de magie. T'as la grosse aussitôt que t'as shake. Fait que c'est le truc. Thank you, Pat. Merci, Pat. Merci, bonne chance encore dans les négociations. Bien apprécié. Merci, boys. Ciao. Salut.